16h45 sur LCI. Merci d'être avec nous dans votre grand dossier consacré ce soir à cette question. Faut-il climatiser la France à l'heure où le pays suffoque sur cette vague de chaleur ? 35 départements en vigilance rouge demain. Une situation inédite, jamais vue sur le territoire, avec des records qui pourraient tomber dans de nombreux endroits. Comment les autorités ont-elles préparé cette canicule qui pourrait être historique ? Nos écoles, nos hôpitaux, nos transports sont-ils prêts ? Beaucoup de questions qu'on se posera ce soir. Le sujet devient éminemment politique avec la climatisation, symbole du clivage droite-gauche. Quelles mesures proposer ? Faut-il un plan Marshall anti-vague de chaleur ? Avec quels moyens ? Faut-il s'inspirer de nos voisins ? On s'interrogera ensemble, mais d'abord, écoutez deux visions qui s'opposent. D'un côté, Marine Le Pen, qui est pour la climatisation. De l'autre côté, Jean-Luc Mélenchon, qui la réfute. C'était hier. Écoutez. Public, je mettrai en place un plan massif de climatisation. Les écologistes, à partir du moment où ils veulent pas quelque chose, ils vous tordent des études, ils vous sortent des trucs, ils vous les coupent en petits morceaux, ils vous prennent des bouts de phrases pour réussir à vous convaincre qu'il faut pas le faire. Donc je veux dire, l'absurdité, c'est de faire mourir les gens de chaleur, d'accord ? Ça, c'est l'absurdité. C'est le truc qu'il faut pas faire. Il faut surtout pas faire ça. Climatiser partout, ça veut dire augmenter les dégâts. Bon, ça m'étonne pas, elle y connaît rien. Alors, ça, c'est vous. Elle y connaît rien, pardon, je retire. Et on en parle avec nos invités. Claire Delorme, journaliste météo LCI. Merci d'être avec nous, Claire. Élise Naccarato est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes responsable climat d'Oxfam France. Boris Veliachev, architecte. Bonsoir. Vous êtes ingénieur expert en risque majeur. Et puis Philippe Drobinski est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes spécialiste de météorologie et de climatologie. On va prendre la direction d'abord des rues de Paris. Retrouver notre reporter Brandon Warret qui sillonne la capitale depuis plusieurs heures maintenant pour nous expliquer concrètement à quoi ressemble cette vague de chaleur pour les Parisiens et également les touristes. Brandon, vous êtes tout près d'un cinéma, un lieu, j'imagine, qui est prisé en cette période de forte chaleur. Effectivement, bonsoir Quentin. C'est même un lieu de refuge, à vrai dire. Depuis tout à l'heure, on voit beaucoup de Parisiens, de touristes entrer dans ce cinéma. Regardez ce qui est affiché à l'instant. Complet. Un film sur De Gaulle, le film de Spielberg. Et beaucoup avec qui on échange depuis tout à l'heure nous disent on ne s'attendait pas à une seule seconde, un jour de canicule, à voir autant de monde dans le cinéma. C'est votre cas, Sidi, bonjour, je suis avec vous depuis tout à l'heure. Vous deviez aller au cinéma, je crois. Hein. Pour le Spielberg, au final c'est blindé dans 2 ciné différents et j'ai trouvé une place pour De Gaulle. Ouais. C'est plutôt pas mal. On verra à la fin. Est-ce que vous vous attendiez à voir autant de monde aujourd'hui, un jour de canicule avec cette chaleur étouffante à l'extérieur ? Vous vous êtes dit, il fait frais, j'y vais, mais beaucoup ont eu la même idée que vous. En vrai, j'y vais toutes les semaines, mais je réserve jamais. Et là, c'est la première fois où j'ai pas réservé et qu'il fallait réserver en fait. Et je pense que la chaleur y joue. C'est climatisé, 2 heures de film, ça sauve une après-midi. Je pense que ça y joue. Et justement, la climatisation à l'intérieur, ce côté frais, c'est important dans ces moments-là. Hein. Ça va me sauver là, je pense. Ça va me sauver jusqu'à 19h et ensuite il fera un peu moins chaud et voilà. Et justement, vous y allez pour un film de 2h30. Ça va faire du bien. Ça régale. De Gaulle, on espère un bon film. Mais là, forcément, vous attendez quelques minutes encore ? Quelques minutes, c'est bon. Et on peut y aller. Bon film à vous. Merci. Bon courage. Un petit spoil, il est très bien, ce film sur De Gaulle. On vous le conseille, il y a le 2e volet qui sort très bientôt. Et regardez ce thermomètre, 35 degrés dans la capitale cet après-midi. Beaucoup nous disent, on ira au cinéma jusque tard dans la soirée. On va même enchaîner parfois 2 films. Et même en choisissant des films par défaut parce qu'on cherche ces îlots de fraîcheur au maximum. Et les températures comme celle-ci seront importantes dans les prochains jours jusqu'à 38 degrés dans la capitale mardi. Merci beaucoup Brandon Warret, merci également à Florian Paume qui est avec nous. Ne vous réfugiez pas dans une salle de cinéma parce qu'on a besoin de vous Brandon pour la suite de la soirée, notamment dans le grand dossier. Claire, il faut être très clair, 35 départements en vigilance rouge demain. C'est inédit, on n'a jamais vu ça. Oui, c'est du jamais vu que ce soit aussi bien en termes de nombre de départements placés en vigilance rouge. Mais il y a quand même une petite nuance à apporter. On dit que cette vague de chaleur est assez similaire à celle de 2003. En 2003, la vigilance canicule n'existait pas encore. C'est d'ailleurs depuis cette canicule mortelle qu'a été mis en place par la suite en 2004 ce dispositif de vigilance avec des codes couleurs. Donc si on devait comparer cette vague de chaleur actuelle avec celle de 2003, on serait peu ou prou avec le même
même nombre de départements en vigilance canicule, tout confondu, et aussi avec ces 35 départements en alerte rouge. Alors justement, pour bien comprendre de quoi il s'agit, parce que les vigilances, évidemment, on voit ça sur les cartes, mais il faut comprendre concrètement de quoi on parle, pourquoi on met en place ces vigilances. Mathilde Vessel, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Bonsoir Mathilde, parce que il faut bien comprendre que cette vigilance rouge, elle est exceptionnelle. Tout à fait. Placer un département en vigilance rouge n'est pas anodin. C'est en 2019 que pour la première fois, la vigilance rouge canicule a été mise en place. La vigilance rouge représente donc le niveau le plus élevé utilisé par Météo France et correspond à une canicule extrême, exceptionnelle par sa durée, son intensité et son extension géographique. Alors lorsqu'un département est placé en vigilance rouge, l'épisode doit présenter un fort impact sanitaire pour l'ensemble de la population, ainsi que des impacts sociétaux, par exemple l'arrêt de certaines activités. Alors concrètement, quels critères sont retenus pour faire passer un département en vigilance rouge ? Alors les premiers critères observés sont les températures maximales et minimales, notamment durant la nuit évidemment, la durée de la canicule, l'humidité et surtout cela dépend des départements. Par exemple, un département du nord de la France peu habitué à des températures extrêmes passera plus facilement en vigilance rouge qu'un département du sud comme le Var par exemple. Il y a également le contexte dans lequel intervient cette canicule. S'il y a des départs en vacances, des événements sportifs ou culturels et si les autorités comptent un plus grand nombre de passages aux urgences. Et concrètement, pour le tout à chacun, quelles conséquences entraîne une vigilance rouge ? Alors les départements touchés par cette vigilance rouge peuvent limiter, voire interdire des événements en plein air comme des concerts, des festivals, des manifestations sportives. Des consignes également peuvent être données aux crèches, aux écoles qui peuvent être amenées à fermer en cas de température trop élevée. Et donc la population est appelée à se tenir au courant régulièrement de l'évolution de la situation et surtout de respecter les consignes de sécurité émises évidemment par les pouvoirs publics. Cette décision est prise en concertation entre Météo France, les autorités sanitaires et les préfectures. Merci beaucoup Mathilde Vessel pour ce point complet, pour bien comprendre évidemment à quoi consiste cette vigilance rouge. Philippe Drobinski, question très simple, est-ce qu'elle est adaptée aujourd'hui ? Est-ce qu'on est vraiment dans une situation qui justifie la mise en place de 35 départements en vigilance rouge ? On a une culture de la gestion du risque, d'ailleurs depuis la canicule de 2003. Il y a eu des plans vigilance, de la surveillance sanitaire qui ont été mis en place. Donc sur la gestion du risque de l'événement, on peut dire qu'il y a eu des progrès significatifs qui ont été faits en 2003. Mais ce qui interroge là, c'est vraiment la succession de vagues de chaleur. Enfin, ça, c'est depuis 2022, on commence à parler de succession de vagues de chaleur. Et là on passe de la gestion du risque lié à un événement à l'accumulation. Et là, je pense qu'on est beaucoup moins adapté. Et puis, l'autre chose qu'on doit mettre en place, c'est cette fois-ci, c'est au-delà de protéger au cours de l'événement, c'est commencer à planifier et organiser en fait la résilience dans un climat qui sera de toute façon plus chaud. Alors évidemment, on a tous une référence en tête qui est cette canicule de 2003, il y a 23 ans maintenant, et preuve peut-être qu'elle est la référence aujourd'hui en France pour parler de cette vague de chaleur et de cette canicule. Météo France elle-même indique que cette vague de chaleur va ressembler, voire peut-être s'intensifier davantage par rapport à ce qui s'était passé il y a 23 ans. Écoutez ce météorologue de Météo France. À l'échelle nationale, la canicule que nous connaissons devrait être similaire à celle de juillet 2019 et août 2003 en termes d'intensité pour les températures, aussi bien la nuit que le jour. Ce qui est remarquable avec la situation d'aujourd'hui, c'est aussi la précocité de cet événement intense. Élise Nakarato, il y a la précocité, mais il y a également le fait, et Claire Delorme nous en parlait tout à l'heure, qu'on ne sait pas jusqu'à quand cette vague de chaleur va durer. Ça avait duré 2 semaines en 2003, là ça pourrait presque être pire. Complètement. C'est vrai que cette vague de chaleur, elle est alarmante, mais elle n'est pas du tout inattendue. Ça correspond aux projections des scientifiques du climat, du GIEC, depuis plusieurs décennies. Donc on est sur des trajectoires qui sont tout à fait réalistes et auxquelles on aurait pu se préparer. Et ce qui est certain, c'est que le changement climatique, qui est causé par l'activité humaine et notamment la combustion du gaz, du pétrole et du charbon, il va augmenter les extrêmes climatiques, donc les vagues de chaleur, les canicules, mais aussi les inondations ou la montée du niveau des mers. Il va les augmenter en précocité, en intensité, en durée. Donc ça, c'est la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui et à laquelle il faut effectivement réagir au coup par coup. Et effectivement, depuis 2003, on a mis en place des choses, mais à laquelle il faut aussi... En fait, on a besoin d'adaptations qui soient
préventive, qui soit anticipée et qui soit pas à chaque fois, chaque nouvelle canicule. Moi, j'ai l'impression qu'on redécouvre qu'il va y avoir de plus en plus de canicules. Non, les projections sont très claires. La France sera à plus 4 degrés en 2100 et il faut s'y préparer. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et on laisse les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, les plus pauvres, sur le bas de la route. 2003-2019, Boris Veliachev, est-ce qu'on peut parler d'un épisode exceptionnel ou est-ce qu'il va falloir se dire que ces épisodes-là, ils n'auront plus rien d'exceptionnel dans plusieurs années, voire plusieurs mois? Et ça vient d'être dit, on a fait d'énormes progrès au niveau de la vigilance, au niveau les scientifiques le savent, au niveau des techniques, on sait mieux construire, on a une société qui a vraiment progressé dans ces domaines-là. Par contre, on le voit qu'au niveau de la gestion, ça change pas. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'attente de la catastrophe pour réagir. On a une politique générale, c'est simple, qui est basée sur le court-termisme, en fait, et qui ne voit pas à long terme. Or, la prévention, c'est quelque chose qui s'anticipe à long terme. Et si on veut pouvoir, comme certains pays nordiques le font, comme le Japon le fait, comme d'autres pays l'ont entrepris, et maintenant on voit l'efficacité de ce genre de politique, il faudrait s'y mettre tout de suite. Et ça, c'est un vrai problème en France, pas seulement pour les canicules d'ailleurs, pour tous les types de risques qui existent. Alors évidemment, on l'a presque anticipé, parce que regardez, on a fait ce petit comparatif, je ne sais pas si vous vous souvenez, évidemment, les téléspectateurs de LCI et de TF1 avec ce bulletin fictif d'Evelyne Delia en 2014, il y a maintenant 12 ans. Et regardez à droite de votre écran le bulletin fictif présenté avec des températures. Encore une fois, on était dans un scénario pour 2050, on est en 2026, donc dans 24 ans. Regardez les températures à gauche, officielles, celles qui sont présentées pour demain. 36 degrés à Paris, on était à 40 dans le bulletin fictif, on est à 4 degrés par endroit, on s'approche vraiment clair, très sensiblement, voire quasiment, on fait jeu égal entre guillemets. En fait, ça va arriver beaucoup plus tôt que 2050. Ça peut être, oui, nous y sommes déjà, et donc ces vagues de chaleur, elles vont être de plus en plus nombreuses, mais aussi de plus en plus précoces, mais aussi de plus en plus tardives. En fait, je ne sais pas comment qualifier ce terme, mais c'est comme si la météo était en train de se radicaliser, entre guillemets. Nous avons l'Europe on l'a toujours connue sous un climat plus ou moins tempéré, voire continental, semi-continental, disons, mais là, avec ces dernières années, on observe un changement de plus en plus radical. Donc il y a encore aujourd'hui peut-être les bords de Manche, un tout petit peu le littoral atlantique qui peut être à l'abri de ces très fortes chaleurs, car ce sont des zones qui sont beaucoup plus exposées à des courants océaniques, à des embruns, donc qui peuvent rafraîchir un petit peu. Mais pour tout le reste du pays, il faut s'attendre en effet à des vagues de chaleur qui auront tendance à nous concerner de manière de plus en plus précoce, à tel point que on ne saura même plus dissocier le printemps de l'été. Alors évidemment, la question qui se pose aujourd'hui, ce sont les risques pour les Français, les personnes âgées, mais même les personnes en bonne santé, trentenaires, quarantenaires, bref, tout le monde est concerné aujourd'hui par les vagues de chaleur et les canicules. On est en ligne avec un médecin aujourd'hui. Bonjour, professeur Djellal Yanan. Les téléspectateurs de LCI vous connaissent bien, chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. On a évidemment beaucoup de questions à vous poser. La première des questions, quels sont les signes aujourd'hui auxquels il faut prêter attention dans cette période de chaleur? Donc, encore une fois, comme vous l'avez dit, quel que soit son âge, quel que soit son état de santé, lorsque l'on est exposé à des températures extrêmes, comme c'est le cas ces jours-ci, eh bien, tous symptômes de type maux de tête, fatigue inhabituelle, difficulté à trouver ses idées, à trouver ses mots, nausées éventuellement, fatigue importante, doivent immédiatement faire suspecter le début d'un coup de chaleur. Et la meilleure mesure à prendre à ce moment-là, c'est de se mettre dans un endroit rafraîchi. Qui sont les plus fragiles aujourd'hui? Parce qu'on parle évidemment beaucoup des personnes âgées, mais est-ce que les enfants sont particulièrement concernés également? Écoutez, les personnes qui ne sont pas à même de décider pour elles, c'est-à-dire les tout petits enfants ou les personnes âgées, sont de loin effectivement les plus à risque, puisqu'elles ne vont pas être en mesure de s'extraire de l'exposition à la chaleur ou de reconnaître ces symptômes qui
qui sont présents au début du coup de chaleur. Donc très clairement, ces personnes sont les plus à risque d'évoluer vers le coup de chaleur. Mais j'insiste, c'est très important de dire que tout le monde est concerné. C'est pas parce qu'on est jeune sportif que l'on n'est pas à risque de faire un accident grave et un coup de chaleur grave. Donc il faut vraiment éviter de s'exposer à la chaleur, éviter de faire des exercices à l'extérieur pendant toutes les périodes où les températures sont aussi élevées. Professeur, on va poser des questions très concrètes pour les téléspectateurs qui nous écoutent et qui nous regardent. Comment bien se rafraîchir aujourd'hui ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre une douche bien froide ? Est-ce qu'il faut boire de l'eau glacée ? Concrètement, quels sont les bons réflexes, les bons conseils à adopter ? Alors, les bons conseils à adopter, le premier, c'est ne pas rester exposé à l'extérieur. Donc, rester le plus possible dans un endroit rafraîchi. Une pièce rafraîchie, qu'elle soit climatisée ou pas. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut obligatoirement se réfugier dans un endroit climatisé, mais ça peut aussi être en extérieur, dans un endroit ombragé, et a fortiori lorsqu'il y a de la brumisation, c'est-à-dire que la présence de gouttelettes d'eau dans l'air est un élément extrêmement important pour faciliter le rafraîchissement dans ces situations-là. S'agissant de boire, il faut boire selon sa soif et pas boire plus que de soif. Ça, c'est également important de le dire. En revanche, là encore, les personnes âgées, les petits-enfants ne vont pas être en mesure de reconnaître qu'ils ont soif et il faut que des tiers régulièrement les hydratent et s'assurent qu'ils ont un apport en eau suffisant. En revanche, c'est pas forcément une bonne idée de se mettre sous une douche froide ou glacée. Encore une fois, les écarts et les variations brutales de température ne sont jamais bonnes pour notre organisme. Donc, simplement s'extraire du milieu ensoleillé, se mettre à l'ombre et a fortiori dans une atmosphère brumisée est la meilleure façon de se rafraîchir. Professeur, je voulais également vous interroger parce que demain, c'est le 21 juin, c'est l'été, mais également c'est la fête de la musique. On sait que c'est un rendez-vous que les Français affectionnent particulièrement. Beaucoup de villes ont d'ores et déjà prévu d'annuler le rendez-vous. La ville de Brive, je crois, la ville de Nanterre. À Paris, pour le moment, il n'est pas question d'annuler. Regardez justement les villes qui annulent avec cette carte. Brive-la-Gaillarde, Saint-Savinien, Bourgueil, Écommois, Claye-Souilly. Annulation partielle pour certains également. À Paris, il n'y a pas d'annulation, professeur Djelali Hannan. Est-ce que c'est un risque ? Est-ce que les participants de cette fête de la musique prennent un risque demain de participer à cette fête de la musique en plein soleil ? Il est très clair, encore une fois, que dans des situations de température extrême, les capacités de notre organisme à réguler la température et empêcher que la température interne augmente de façon trop importante sont très réduites. Et donc le fait de rajouter aux températures extérieures une augmentation de la température endogène par l'exercice physique, danser par exemple, et a fortiori, si on prend de l'alcool, on va rajouter des conditions supplémentaires qui vont encore accélérer l'augmentation de la température interne de notre organisme et les complications, y compris les complications graves. Donc il est extrêmement important, là encore, d'agir, d'anticiper et de vérifier les conditions dans lesquelles la manifestation à laquelle on va assister sont organisées pour réduire le risque de coup de chaleur. Ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Éviter coûte que coûte de prendre de l'alcool. Je sais que c'est difficile à parfois accepté dans des périodes festives, mais là, en l'occurrence, c'est une très mauvaise idée associée aux fortes températures. Et d'ailleurs, les préfectures de ces 35 départements en vigilance rouge ont interdit la consommation d'alcool dans l'espace public demain pour éviter justement ces coups de chaleur. Merci beaucoup, professeur Djelali Hannan, d'avoir été en direct dans LCI Direct et dans le grand dossier avec nous. Merci beaucoup pour ces conseils. On espère que le message est passé pour tout le monde. Alors évidemment, la question qui se pose ce soir, et on la pose évidemment dans les grandes largeurs, sommes-nous prêts ? Est-ce que la France est prête à subir cette vague de chaleur, cette canicule qui ne fait que commencer ? Qu'en est-il de nos hôpitaux ? Qu'en est-il de nos transports ? De nos écoles ? On fait le point sur ce qui a changé par rapport aux années précédentes avec Noé Gandillot. Nos habitudes évoluent, mais qu'en est-il de nos équipements publics ? Les hôpitaux d'abord. Il n'y a pas eu d'investissement matériel massif
pour faire face aux canicules. Ce qui a changé ces dernières années, c'est avant tout l'organisation. C'est mis au jour. Avec du personnel mieux formé pour faire face aux épisodes. Les EHPAD ont eux tiré les leçons de la canicule de 2003 avec des investissements spécifiques. D'un point de vue matériel, je pense qu'on y est. Il y a des tours d'hydratation qui sont proposés, il y a des salles climatisées donc qui sont obligatoires aujourd'hui pour les EHPAD. Nos écoles, en revanche, sont nettement moins préparées. Pas de climatisation généralisée et surtout des bâtiments dans l'ensemble vétustes. Un problème que l'on retrouve aussi dans nos logements, où nous souffrons aujourd'hui d'un manque d'anticipation. Il y a seulement un logement récent sur 10 qui est adapté aux fortes chaleurs. On se retrouve à payer des années de mobilisation contre le froid, mais pas contre le chaud. Et or, il semble aujourd'hui que ce soit bien les vagues de chaleur qui soient amenées à se répéter et pas forcément celles de froid. Enfin, les transports ont fait des progrès avec des investissements importants. Aujourd'hui, par exemple, les nouveaux trains, bus et tramways sont équipés de climatisation. Mais pour des raisons économiques, la SNCF continue de faire rouler des trains anciens. Et ces infrastructures sont mises à mal à chaque canicule. Des rails peuvent se déformer et des caténaires tomber en panne sous l'effet de la chaleur. Boris Veliachev, je vais me tourner vers vous évidemment. Vous êtes architecte, au-delà d'être un ingénieur expert en risque majeur. Est-ce que notre bâti aujourd'hui, notamment nos espaces publics, sont prêts à faire face à ce type de vague de chaleur? Non, ça c'est clair. Dans beaucoup de villes, particulièrement en milieu urbain, notre bâti est loin d'être prêt pour cela. Et c'est vrai que même la rénovation énergétique a été faite pour un autre climat. C'est-à-dire qu'on a essayé de préserver la chaleur à l'intérieur des logements et pas justement préserver le frais et amener du frais. Donc ce sont des choses différentes à gérer. Il faut ventiler les logements. Il faut, au niveau des écoles, on l'a vu, on a tout un patrimoine d'écoles qui date d'une époque où on n'avait pas le même climat. C'est clair, elles n'ont pas été conçues pour ça. On a des cours qui, en plus, absorbent la chaleur et la réverbe un maximum, etc. On a quelque chose de très minéral. Ça, il va falloir le changer. Donc, il s'agit de végétaliser les cours, de mettre des pare-soleil, de mettre des protections. Sur les bâtiments anciens, c'est sûr que la ventilation, ça va être difficile de la changer, donc on va être obligé de passer par des sparadraps, genre évidemment la climatisation ou d'autres, ça c'est indispensable puisqu'on a affaire à des populations particulièrement vulnérables, mais surtout les nouveaux projets, il va falloir revoir aussi les normes de construction, parce qu'on sait faire des écoles où il fait frais à l'intérieur, ça fait longtemps que dans des pays chauds, on construit avec des matériaux particuliers, avec des ventilations traversantes, avec des choses comme ça, on le fait dans les pays tropicaux, dans les pays désertiques, dans d'autres pays, il y a des façons de construire, et ça on sait le faire, on a la technologie pour ça, de façon à faire que des écoles, que la température soit beaucoup plus acceptable et que les enfants soient pas exposés en fait à des chaleurs aussi insoutenables. Et vous avez parlé justement de normes dans les nouveaux bâtiments. Il y a certains nouveaux bâtiments qui interrogent parce qu'il y a par exemple l'exemple du CHU de Nantes. Ça fait beaucoup débat en Loire-Atlantique depuis quelques mois maintenant, même quelques années, parce que ce projet, il date au tout début depuis 2008, donc ça fait maintenant près de 20 ans que ce sujet est sur la table. Et il va sortir de terre tout neuf dans les prochaines semaines. Et la moitié des chambres sont climatisées, en tout cas pour permettre de pouvoir subir une telle vague de chaleur. C'est un bâtiment nouveau. Ça fait aujourd'hui évidemment polémique à Nantes. Est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui que des nouveaux bâtiments ne se mettent pas entre guillemets aux normes, en tous les cas n'adaptent pas leurs normes pour pouvoir par exemple climatiser ou encore autre chose, Elise Nakarato, mais comment on explique que même des nouveaux bâtiments aujourd'hui qui sortent de terre ne vont pas pouvoir subir ce type de canicule? Ça montre bien qu'aujourd'hui, on n'a pas un plan national d'adaptation au changement climatique qui soit à la hauteur. Ce document existe, mais il prévoit principalement des études ou des projections, mais il ne prévoit pas de règles, d'obligations normatives, et surtout, il n'est pas financé, ce qui est quand même un des points principaux. Aujourd'hui, en 2026, vous pouvez concevoir un hôpital, un EHPAD, une école qui ne soit absolument pas adapté à la chaleur. Les diagnostics de performance énergétique, les fameux DPE, A, B, C, D, dont on parle très souvent, sont conçus pour le confort d'hiver. Il n'y a pas de critères sur le confort d'été. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas du tout anticipé
des choses qui étaient prévisibles. Encore une fois, ça correspond aux projections qu'on a depuis la fin du XXe siècle. Donc non, le bâtiment n'est pas, les bâtiments et les hôpitaux ne sont pas adaptés. Et la conséquence, c'est que on va laisser de côté les plus vulnérables. Nous, chez Oxfam, on a sorti un rapport il y a quelques jours sur justement l'impact de ces vagues de chaleur sur la santé. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, les personnes âgées ou les nourrissons sont vulnérables, mais aussi toute la population. On a une augmentation de 7% des infarctus, de 3,8% des AVC à chaque degré supplémentaire, ou encore des maladies rénales. Donc ça, c'est des maladies qui touchent tout le monde. On a cette augmentation des maladies et en parallèle, on a une baisse de capacité des hôpitaux. Un quart des lits d'hôpitaux fermés depuis 2000. Donc on a ces deux courbes qui se croisent et là, on a vraiment besoin de politiques publiques pour y faire face. Avec évidemment aussi le problème de la démographie. Restez avec nous dans le grand dossier sur LCI. On continue de parler de ce débat politique qui naît justement autour de ces nouvelles normes et autour des moyens qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir lutter contre ces vagues de chaleur, avec une question, la climatisation. Faut-il climatiser la France? Faut-il démocratiser la clim en France? On en parle juste après. Restez avec nous. À la suite de votre grand dossier ce soir consacré à cette canicule qui va peut-être battre tous les records en France. C'est d'ailleurs le premier titre de ce rappel, avec la France qui fait donc face à cette canicule historique. Météo France qui place 35 départements en vigilance rouge et 45 en orange. Pour la journée de demain, une zone qui concernera 53 millions de Français. Le précédent record était de 20 départements en rouge en 2019. Ajoutant au caractère exceptionnel de l'épisode, Météo France prévient que les fortes chaleurs s'installent durablement sur le pays. L'actualité internationale avec l'Iran et les États-Unis, l'accord entre l'Iran et les États-Unis en danger selon Téhéran, alors que le régime iranien dit refermer le détroit d'Ormuz en réaction aux nouvelles frappes israéliennes meurtrières sur le Liban. Des discussions techniques semblent pourtant bel et bien se préparer demain en Suisse. L'Iran annonce officiellement l'envoi d'une délégation, tandis que J.D. Vance, le vice-président américain, évoque sa venue en Suisse dans les prochains jours. Et puis la politique en France avec le premier meeting de campagne pour le candidat Bruno Retailleau. La présence remarquée également de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, assis au premier rang. Le leader des Républicains s'est posé en défenseur des classes moyennes et des entreprises, puis s'en est pris vivement à la France insoumise. La nouvelle France, je cite, est un nouvel antisémitisme qui s'abreuve aux sources de l'islamo-gauchiste, a accusé le candidat Les Républicains à la présidentielle. Voilà pour l'essentiel des titres. Cet après-midi, on continue évidemment de parler de cette canicule qui s'abat en France, la France qui étouffe et que ça ne ferait que durer puisqu'évidemment les pics sont attendus dans les prochains jours. Arlette Chabot, vous nous avez rejoint, bonsoir, éditorialiste politique TF1 LCI. On sent que le sujet devient éminemment politique depuis plusieurs jours maintenant. Il y a eu l'annonce des écoles fermées, les oraux du brevet qui ont également été repoussés pour certains d'entre eux. On a le sentiment peut-être que nos politiques, en tout cas c'est une question que beaucoup de Français se posent, que les politiques ont toujours un train de retard, que les gouvernements agissent toujours en réaction à ces vagues de chaleur. Aujourd'hui, il y avait une réunion de crise à Matignon autour de Sébastien Lecornu. 14 ministres qui étaient autour du Premier ministre pour évoquer cette vague de chaleur. On s'attendait à peut-être une prise de parole, une communication directe de la part de Sébastien Lecornu. Finalement, il n'y a eu qu'un communiqué. Est-ce que ça vous a étonné quand même dans cette façon de voir ? Ce qui compte, c'est l'image. On a bien compris. 14 ministres. Le Premier ministre a présidé lui-même au ministère de l'Intérieur la réunion avec... on a l'impression que c'est un conseil des ministres, on va le dire comme ça. Donc ça, c'est l'image pour montrer aux Français que le gouvernement est mobilisé, tous les secteurs, que ce soit l'emploi, la santé, mais pas beaucoup de communication, en tout cas de la part de Sébastien Lecornu. C'est pas un grand communicant, il n'aime pas trop. En revanche, on va entendre des ministres s'exprimer, notamment la ministre de la Santé, radio, peut-être télévision, aussi presse écrite, des interviews. Ça veut dire pour l'instant, on est vraiment sur le thème de la santé. Pour le reste, le gouvernement, j'allais dire, délègue des décisions, soit les maires, soit les préfets qui décideront notamment à propos de la fête de la musique, on interdit, on réglemente, on réduit, au contraire. En tout cas, l'idée est de montrer que le gouvernement est à côté des Français.
Mauvais souvenir, vous l'avez évoqué tout à l'heure, effectivement 2003, le gouvernement en retard, et même au mois de mai, c'est-à-dire la canicule d'il y a un mois, on ne peut pas dire que le gouvernement était vraiment au rendez-vous. En tout cas, quand il est intervenu, c'était un peu la fin, quoi. Voilà. Donc il vaut mieux intervenir plutôt au début qu'à la fin, c'est quand même, on va dire, plutôt ce qu'il faut faire pour les gouvernements. Maintenant, voilà, donc l'éducation, là aussi, c'est aux maires de décider si des écoles sont fermées ou pas. C'est aussi aux chefs d'établissement, aux préfets, et puis aux responsables de réorganiser un certain nombre d'examens, notamment les oraux du bac. Tout ça, on décentralise au maximum les décisions, mais il y a un gouvernement très vigilant, encore une fois, montrer qu'il est aux côtés des Français. Philippe Drobinski, est-ce que le gouvernement a raison de décentraliser comme ça un petit peu et de faire du cas par cas, parce qu'évidemment la situation n'est pas forcément la même en Bretagne, dans l'est de la France ou dans le sud, ou bien il faudrait une grande action de l'État au niveau national dans ce genre pour pouvoir mieux anticiper? Quel est votre regard sur ce... Je pense que de toute façon, il faut une communication assez forte entre l'État, qui a un rôle à jouer, ne serait-ce qu'on a parlé de programme national d'adaptation au changement climatique. Donc l'État est aussi en charge d'élaborer une feuille de route sur l'adaptation. Et puis les territoires, parce que les territoires sont directement, eux, impactés localement par la canicule. Alors si on compare ça avec des précipitations intenses et des inondations, c'est encore plus local. C'est vrai que l'empreinte géographique d'une canicule ou d'une sécheresse est bien plus large, mais néanmoins, une partie, il est clair, des décisions seront probablement à la fois à prendre et probablement d'ailleurs plus judicieusement à prendre au niveau territorial, mais en concertation claire avec l'État. Et le préfet, a priori, a ce rôle à jouer. Et les précédents, évidemment, nous montrent que ces sujets sont explosifs pour nos politiques, pour les gouvernements. On voulait vous remontrer cette archive de 2003, il y a 23 ans, lorsque le ministre de la Santé de l'époque, Jean-François Mattei, était interrogé en direct au journal télévisé sur cette canicule qui ne faisait que démarrer en 2003. Et cette image et ces propos avaient plutôt choqué la France. Il paraissait un petit peu déconnecté. En tout cas, on avait l'impression qu'il n'avait pas pris la mesure de ce qui allait se passer. Regardez cette archive, on en parle juste après. Je ne pense pas du tout qu'il y ait eu de sous-estimation. Pour sous-estimer, il faut être averti. Or, cette canicule n'était pas prévisible. La réalité, c'est que des lits ont été ouverts dans les hôpitaux qui sont en difficulté. La réalité, c'est que du personnel a été en heures supplémentaires pour faire face à la demande. La réalité, c'est que la Direction générale de la santé, que l'Institut de veille sanitaire et que tous les services sanitaires du pays sont en état d'alerte. Voilà. Arlette Chabot, ça avait choqué. Alors au-delà de ses propos, c'était surtout la forme aussi. Il était dans son jardin, si je ne me trompe pas, à l'époque. Oui, il était en vacances dans le Var. On est au mois d'août, le 11 août, dans mon souvenir. C'est l'exemple type de la communication absolument ratée, une catastrophe totale. Tout ce qu'il dit ne correspond pas à la réalité et il est cool dans son jardin du Var. Pourtant, c'est pas du tout un ministre amateur ou quelqu'un qui n'avait pas compris. C'était plutôt Jean-François Mattei, quelqu'un qui était respecté effectivement à l'époque. Donc c'est resté franchement un modèle. Communication de crise, 0 sur 20 ou 150 comme vous voulez, 0 absolu. Donc à chaque fois il y a ça qui reste dans la mémoire des responsables politiques, c'est-à-dire il faut réagir évidemment plus vite, avoir conscience des réalités, parce que contrairement à ce que dit Jean-François Mattei, ça se passait pas bien dans les hôpitaux, puis on a découvert effectivement la catastrophe pour les personnes âgées isolées, donc et le bilan a été catastrophique. Donc encore une fois, il faut qu'il y ait un gouvernement qui se mobilise. Après, ce que vous évoquiez tout à l'heure, il y a les deux temps, c'est-à-dire il y a les politiques à long terme. Et puis il y a l'urgence. Là, on est dans l'urgence. L'urgence, c'est, une canicule, il faut traiter. Comment on fait quelles sont les mesures à prendre. Après, il y a effectivement des mesures de long terme. Là, on peut parler de la rénovation des bâtiments scolaires. On peut parler de la politique en général vis-à-vis du climat. C'est deux choses différentes. Mais là, il y a une urgence. Comment on règle l'urgence? Comment on évite qu'il y ait des drames demain, la fête de la musique? Parce qu'il y a des gens
gens qui auraient une tendance à boire un peu trop et avec la canicule, c'est pas terrible. Et comment faire comprendre à des Français que le truc de bon sens, c'est pas d'aller faire un jogging demain si on est déjà à 30 degrés à 11h30 du matin et à partir de 14h, c'est de la folie absolue. Donc on est, encore une fois, là, c'est éviter des drames. Après, de cette expérience de 2003, il y a eu quand même quelques leçons qui ont été tirées, à commencer par la pièce réfrigérée, guillemets, minimum 1 dans les EHPAD, où là, effectivement, ça avait été une catastrophe totale. Effectivement, et on rappelle ce chiffre en 2003, 15 000 morts. Quand même, ça avait marqué les esprits. Et il faut bien reconnaître qu'en 2019, lors de la précédente grande canicule, on n'était pas du tout dans cet ordre de grandeur. Évidemment, on était loin de ces chiffres. Rentrons dans le concret. Que faut-il faire ? Quels sont les moyens aujourd'hui qu'il faut mettre en place, peut-être? Quels sont les réflexes, les changements à adopter au niveau national pour lutter contre ces vagues de chaleur? Il y a un débat qui revient évidemment à chaque vague de chaleur et qui revient sur le devant de la scène ces derniers jours, c'est la question de la climatisation. Faut-il ou non démocratiser les installations de clim dans les appartements, dans les maisons, dans les espaces publics? Et bien évidemment, et on sent que sur ce sujet, le clivage gauche-droite réapparaît. On va réécouter justement sur ce sujet à la fois Marine Le Pen, c'était hier les deux versions qui s'opposent, à la fois Marine Le Pen qui annonce, elle, qu'elle voudrait climatiser toute la France, elle lancerait un grand plan de climatisation, et puis à l'inverse de l'autre côté, Jean-Luc Mélenchon qui pour lui, il est contre. Écoutez les deux versions qui s'opposent, c'était hier. Si je suis élue présidente de la République, je mettrai en place un plan massif de climatisation en commençant par les espaces où il y a les gens les plus vulnérables, les hôpitaux, les EHPAD, les écoles. Il y a eu des études qui ont été faites dans des pays qui sont massivement dotés en climatisation et qui ne démontrent pas cela. Mais vous savez, les écologistes, à partir du moment où ils veulent pas quelque chose, ils vous tordent des études, ils vous sortent des trucs, ils vous les coupent en petits morceaux, ils vous prennent des bouts de phrases pour réussir à vous convaincre qu'il faut pas le faire. Donc je veux dire, l'absurdité, c'est de faire mourir les gens de chaleur, d'accord ? Ça, c'est l'absurdité. C'est le truc qu'il faut pas faire. Il faut surtout pas faire ça. Climatiser partout, ça veut dire augmenter les dégâts. Bien sûr. Bon, ça m'étonne pas, elle y connaît rien. Alors, ça, c'est vous. Elle y connaît rien, pardon, je retire. Alors, pour faire un point complet et pour pouvoir se faire peut-être un avis, on va essayer de démêler le vrai du faux sur la climatisation. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas ? Est-ce que c'est vraiment. Ça va à l'encontre de l'écologie, de l'environnement ? Qu'est-ce que ça consomme ? Rebecca Blanc-Lelouch, vous nous avez rejoint. Bonsoir, Rebecca. D'abord, la clim. Est-ce qu'elle est vraiment anti-écologique comme on l'entend souvent ? Alors, pas tant que ça. On le sait, la clim fonctionne à l'électricité. Et l'électricité est presque totalement décarbonée en France, grâce notamment au nucléaire, à l'hydraulique ou encore aux énergies renouvelables. Écoutez François Gémen, co-auteur du rapport du GIEC. Il faut faire évoluer le débat sur la clim. Parfois, on a l'impression qu'il y a une sorte de gens qui sont arc-boutés sur des positions idéologiques et qui disent la clim, c'est une solution, donc c'est mal. Alors, on va pas faire de la clim partout. Il y a un vrai sujet sur les rejets locaux de chaleur qui peuvent effectivement réchauffer la température en ville, et c'est un vrai sujet. Mais par contre, il faut rappeler que l'électricité est décarbonée en France, et donc la consommation d'électricité en France, c'est pas un problème pour le climat. Sur la question des rejets des gaz fluorés qui sont utilisés dans la clim, qui étaient également néfastes pour le climat, ils ont été interdits par la Commission européenne depuis 2024. Merci l'Europe pour ça. Et donc la clim aujourd'hui ne pose pas de problème en France pour le climat. Donc ça, c'est pour l'électricité et l'énergie que consomme la clim, mais les climatiseurs rejettent quand même des gaz à effet de serre, et c'est sur ce sujet-là que ça devient plus sensible, puisqu'ils rejettent du CO2, et cela représente plus de 1% du total des émissions du pays par an. Si on prend un ordre de grandeur pour imager, c'est l'équivalent de ce qu'émet la circulation d'1 million de véhicules thermiques par an. Mais il n'y a pas que ça. Un des éléments les plus polluants dans ces climatiseurs, c'est ce que l'on appelle des fluides frigorigènes. C'est une sorte de gaz qui permet justement de refroidir l'air. Et ce fluide est très mauvais pour l'effet de serre, jusqu'à 2000 fois plus que le CO2. Y a-t-il d'autres effets à prendre en compte sur le réchauffement ? Oui. Il faut rappeler que pour diffuser de l'air froid, la clim rejette de l'air chaud. Et on rappelle rapidement qu'aujourd'hui en France, c'est 1/4 des logements qui sont équipés d'un appareil de la sorte, soit une clim murale, soit une clim mobile, selon une étude Elowatt. Donc par exemple, si à Paris tout le monde s'équipait massivement, cela ferait monter la température globale immédiatement
immédiatement, et c'est ce que l'on appelle le phénomène de réchauffe urbaine. Certains spécialistes estiment que cela réchaufferait le pays jusqu'à 1,5 degré en plus. Mais j'ajoute une nuance quand même importante. L'évolution, c'est l'évolution des différents équipements qui existent aujourd'hui. Par exemple, les clims réversibles, donc les clims qui font et le chaud pour l'été et le froid pour l'hiver, enfin l'inverse, permettraient, selon une étude Engie, de réduire la consommation d'énergie de 30 à 60% par rapport au chauffage classique et d'émettre jusqu'à 6 fois moins de CO2 qu'une chaudière traditionnelle. Bon, merci beaucoup Rebecca. Le point est assez complet. Élise Naccarato. Évidemment, il n'y a pas de solution miracle. Si elle existait, je pense que tout le monde serait d'avis et d'accord pour l'utiliser et ce serait démocratisé peut-être partout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la clim, ça n'apparaît pas quand même comme la solution la plus adéquate et la plus rapide pour pouvoir adapter au mieux nos espaces publics et privés d'ailleurs pour supporter ce type de chaleur? La climatisation, c'est une option de solution en dernier recours pour certaines catégories de population, les personnes âgées, les nourrissons. Donc par exemple, dans des hôpitaux, dans des EHPAD, dans des crèches, c'est normal qu'on utilise cette solution-là. Mais vous l'avez dit, la climatisation, le problème, c'est qu'elle réchauffe l'atmosphère, par les rejets fluorés, les rejets de CO2, par l'augmentation des îlots de chaleur urbains. On le ressent, hein, quand on passe à côté d'un bloc clim, on voit bien qu'il y a de l'air chaud qui s'offre. Donc on comprend bien que ça ne peut pas être une solution généralisée. C'est un petit peu comme si vous faisiez un footing, vous foulez la cheville et vous mettez une attelle, mais vous continuez à courir. Donc, en fait, ça vient répondre à un problème à un instant T, mais sans traiter le problème de fond. Et quand j'entends Marine Le Pen proposer la clim de partout, globalement, ce qu'il faut bien comprendre dans les politiques d'adaptation, c'est que n'importe quelle organisation ou personne qui vous propose une solution miracle en un coup de baguette magique, ça ne peut pas être vrai. Ce dont on a besoin, c'est pas de clim, c'est de rafraîchissement. Et c'est ça qui est très important. Là, le rafraîchissement, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la végétalisation, les volets. Il y a des choses qui peuvent être mises en place tout de suite. Mettre des voiles entre les rues, comme ça se fait en Espagne, en Italie. Il y a des choses qui sont simples et gratuites à mettre en place et qui permettent de protéger toute la population et pas seulement certaines catégories. Mais alors, vous parlez de l'Espagne et de l'Italie, on le verra d'ailleurs après avec les chiffres, mais le taux de climatiseurs dans les espaces sont quand même beaucoup plus importants. On frôle parfois les 40%, les 50%. Votre regard d'architecte, Boris Veliachev, est-ce que la climatisation, encore une fois, effectivement, on comprend bien que ce n'est pas la solution miracle à long terme, mais quand même, est-ce que là, aujourd'hui, dans les prochaines années, pour répondre directement à ces risques majeurs aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas quand même une bonne solution ? Comme ça a été dit, c'est une solution, mais c'est une solution, c'est du sparadrap. C'est-à-dire qu'on va répondre à des urgences, à une solution d'urgence, parce qu'on n'a pas d'autre façon d'y répondre, particulièrement pour les populations les plus vulnérables. Donc, pour ces populations-là, il est clair qu'il va falloir climatiser, enfin, créer des salles climatisées dans les EHPAD, dans les écoles qui n'ont pas été rénovées d'ailleurs et qui ont une mauvaise ventilation. On expose des enfants à des températures qui ne sont pas supportables et pas acceptable, et dans d'autres situations, dans les hôpitaux, entre autres, etc., partout où il y a des personnes vulnérables, où il y a un bâti qui n'est pas adapté à cela. Maintenant, c'est aussi un aveu d'échec. Le fait de répandre, s'il fallait qu'on répande de la climatisation partout, ça prouverait aussi de l'autre côté que quelque part nos politiques d'adaptation de notre bâti et de nos villes étaient un échec. Donc parce que normalement, et je pense que tout le monde a fait ce constat-là aujourd'hui, oui, même les gouvernements. Donc il est clair que alors ça peut être, comme je l'ai dit, un petit effet sparadrap, mais il faut pas non plus complètement se baser là-dessus pour pouvoir envisager un meilleur avenir face au dérèglement climatique et à l'accroissement des périodes de sécheresse ou de canicule. Claire Delorme. Alors justement, je voulais rebondir sur les deux interventions précédentes. Il y a quelque chose qui est complètement sous-coté, qu'on a même tendance à oublier. Ce sont les arbres, qui sont des climatiseurs naturels. La végétalisation permet de perdre entre 2, voire jusqu'à 4 degrés, ce qui est déjà conséquent. Aujourd'hui, on a pleinement, on le sait, on a pleinement les moyens de planter des arbres. C'est quelque chose dont on peut tirer des bénéfices vraiment à
très court terme, puisqu'en fait, le végétal, l'arbre, en transpirant, il émet des micro-gouttelettes d'eau, donc ça fait effet brumisateur, et ça, c'est extrêmement rafraîchissant pour l'air ambiant, et donc ça nous permet aussi de mieux se reposer. Et donc enfin, pour terminer, il serait grand temps que nos politiques puissent en prendre conscience, mais je ne parle pas forcément de nos politiques du haut, je parle de nos politiques du bas, à commencer par les maires des communes. J'ai un exemple très concret en tête. En 2025, il y a le maire de Chartres qui a osé, sans avoir le consentement de ses habitants, a abattu en pleine nuit une dizaine d'arbres qui avaient 40 ans d'âge. Il faut savoir que plus un arbre est âgé et plus il a la capacité d'absorber de la chaleur. Donc il a abattu une dizaine d'arbres qui étaient aux alentours, autour même de la cathédrale de Chartres, qui est classée patrimoine de l'UNESCO, au profit de mettre des parasols. Donc à un moment donné, il faut faire preuve de bon sens, mais ça commence aussi par nos élus. Colonel, vous avez rejoint Jérôme Boulanger, bonjour. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la sécurité civile. On a beaucoup de questions à vous poser évidemment sur les bons conseils à adopter, et surtout les prochains jours pour vous, parce que j'imagine que vos collègues vont être sur le pont, et justement on va prendre la direction des rues de Paris. On retrouve notre envoyé spécial, notre reporter Brandon Warret. Vous trouvez, Brandon, cette fois-ci du côté du canal Saint-Martin. Évidemment, c'est un lieu de fraîcheur parce que beaucoup de gens peuvent se baigner d'ailleurs depuis quelques jours maintenant. Il y a beaucoup de monde autour de vous. Oui, effectivement, regardez ces images de Florian Paume, c'est noir de monde, sur des centaines et des centaines de mètres du côté de ce quai de Gemap. On a même du mal à se frayer un chemin, on avance tout doucement. Je vais justement rejoindre quelques nageurs qui sont là. Pardon messieurs, dames, bonjour à tous. Pardon monsieur, on est en direct sur LCI. Léo, je vous ai donné une mission tout à l'heure, mon thermomètre, j'y tiens. 25 degrés dans l'eau, elle est comment alors ? C'est parfait, il n'y a même pas d'acclimatation entre le climat extérieur, c'est vraiment magnifique. C'est 35 degrés à l'extérieur là, quand on marche sur les quais là. Quand même, on vous envie cet après-midi. On est bien dans l'eau. Franchement, c'est aéré, c'est agréable. On les sent pas les 35 quand on sort, on rentre, on ressort, on passe l'après-midi là, et ça change la vie parce que en plus on a du mal à dormir en ce moment. Avoir un peu de frais dans la ville, c'est vraiment cool. Merci Monsieur Grégoire. Justement, quand on est parisien et quand on vient ici, on reste de longues minutes dans l'eau. On n'a pas envie de ressortir. Non, mais il faut prendre une bonne douche quand même en sortant. Je pense que c'est important. Et justement, Gwenaine, je suis avec vous aussi. Vous êtes ami de Léo. Je vous vois depuis tout à l'heure en train de plonger. Là, vous y allez ? Elle est super bonne. J'y retourne. Bon, c'est parti. On vous regarde. Et elle va nous dire justement comment ça se passe. Alors, ça se passe bien, elle est très bonne ? Elle est super bonne, vraiment je conseille à tout le monde. Et attention à une chose, l'hydrocution, vous mouillez bien la nuque, le visage, le dos aussi avant d'aller dans l'eau. C'est ça, on fait attention avant de rentrer dans l'eau. Vous allez rester jusqu'à quelle heure là ? Toute l'après-midi, vu comment c'est parti, on est vraiment trop contents de pouvoir être là. Vous gardez le sourire, bon courage, merci infiniment. Ils auront jusqu'à 20h pour profiter de cette eau, de ce canal, des centaines et des centaines de personnes rassemblées. Le mercure va grimper jusqu'à 38 degrés mardi prochain et ils sont presque des milliers. Ils auront encore de longues semaines tant que les fortes températures sont là, et vous le constatez sur ces images, avec une très bonne ambiance et beaucoup de sourires. Merci beaucoup Brandon Warret, et évidemment si vous voulez piquer une tête, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez les images et on sera là pour les diffuser sur LCI. Merci également à Florian Paume qui est avec vous. Colonel Jérôme Boulanger, on a vu ces images, est-ce que c'est un bon réflexe d'abord de faire ça ? Est-ce que c'est jeune, parce que visiblement il y avait quand même beaucoup de jeunes là, est-ce que c'est une bonne chose pour se rafraîchir en plein Paris ? C'est le bon sens. Finalement, là nous sommes sur un lieu de baignade qui est surveillé. C'est le bon sens. On dit à tout le monde de s'hydrater, de se rafraîchir. Effectivement, il y a des mesures qui sont faites partout en France pour ouvrir les parcs, les espaces verts, les maintenir plus longtemps ouverts, ouvrir des lieux de baignade. À partir du moment, parce que nous, on redoute un peu le risque de noyade. On sait que quand il y a de fortes chaleurs, on peut aussi avoir des personnes qui ne prennent pas les bons gestes et se mettent en danger. Mais à partir du moment où c'est fait avec bon sens, encadré, avec de la surveillance, je crois que ça va effectivement dans le bon sens et c'est ce qu'on conseille. Est-ce que vous êtes particulièrement sur le pont en termes d'action, en termes de mission et d'opération lors de ces vagues de chaleur et de canicule ? Je dirais qu'il y a deux grands volets. Il y a le volet prévention,
communication. La sécurité civile, avec ses porte-paroles, essaie de diffuser le plus largement possible les bons conseils. Et d'ailleurs, c'est le cas de tous les services de l'État dans les territoires. Les préfets, les maires, les élus, de manière générale, communiquent auprès des populations pour justement donner les bons conseils. Ça, c'est notre rôle de prévention. Et puis, bien entendu, et je dirais surtout, il y a nos missions opérationnelle. La sécurité civile, au plan national, elle est impliquée très fortement sur cet épisode, avec pour nous plusieurs risques. Le risque canicule, bien entendu, le risque noyade, j'en ai rapidement parlé, le risque d'orage, puisque on annonce aussi quelques orages avec risque de violence, et puis bien sûr le risque incendie. Je crois que pour ces différents volets, il faut que nous puissions donner des conseils, et nous sommes sur le terrain, bien entendu, prêts. Je pense aux 250 000 sapeurs-pompiers, volontaires et professionnels, avec des gardes renforcés dans les casernes. Je pense aussi aux bénévoles des associations agréées de sécurité civile qui vont être là tout le week-end sur des manifestations, les manifestations qui sont maintenues, et qui vont pouvoir prendre en charge en première intention les malaises. Et puis pour des risques un peu plus lourds, je dirais, je pense au risque incendie, eh bien nous avons bien sûr nos moyens spécialisés terrestres et aériens qui sont pleinement mobilisés. Je pense à nos Canadair, à nos hélicoptères bombardiers d'eau qui sont prêts à intervenir sur tous les départs de feu. On en a quelques-uns déjà, et notamment des feux de récolte, puisque c'est le temps des moissons dans certains territoires déjà, et donc nous sommes prêts bien sûr à faire face. Et j'imagine que les prochains jours seront d'autant plus préoccupants, évidemment. On a parlé des mesures, on a évoqué la climatisation, qui est une des mesures évoquées notamment du côté de certains politiques. D'autres proposent d'autres choses, d'autres solutions, d'autres options. On est en ligne avec Éric Frégona. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de l'ADPA. L'ADPA, c'est l'association des directeurs au service des personnes âgées. Et ce que vous proposez, c'est un contrat CDD canicule. Vous appelez ça un CDD canicule. Alors concrètement, expliquez-nous en quoi ça consisterait. Quelle est votre proposition ? Notre proposition, elle consiste à faire en sorte que l'État et les départements, qui, je le rappelle, financent les établissements pour personnes âgées et les services à domicile, permettent d'avoir l'enveloppe, de consacrer une enveloppe pour engager des CDD canicules, parce que c'est un surcroît d'activité, et là, c'est tous les ans, ça se produit à la même époque, c'est-à-dire au printemps. On sait qu'à partir du printemps, il faut commencer à communiquer, il faut approvisionner en eau, il faut travailler sur les organisations pour que les personnes puissent aller dans les salles climatisées. Et du coup, ce qu'il faut, c'est que l'État s'engage avec les départements à financer des CDD canicules afin de pouvoir avoir plus de personnes dans ces situations qui maintenant sont prévisibles, puisque ça revient chaque année, et que je rappellerai qu'il y a quand même en moyenne sur les 10 dernières années 1500 décès de personnes âgées, principalement de plus de 80 ans. Et vous pensez que ça changerait les choses, ce serait davantage efficace que rénover le bâti, ou encore par exemple climatiser les lieux ? Les salles climatisées, on les a depuis suite à la canicule de 2003. Donc ça, c'est bon. Le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de gens, finalement. Et ça, tout au long de l'année, tous les professionnels le savent de ce secteur, tous les directeurs que je représente. On manque cruellement de professionnels. Je vous rappellerai, et vous le savez, qu'il n'y a pas eu cette grande loi qui devait augmenter significativement le nombre de professionnels. Donc, à minima, qu'on prévoit dans ces situations d'avoir des CDD canicules, peut-être remettre en place des services civiques, que les jeunes viennent aider des personnes âgées, c'est un élément, à notre avis, essentiel de santé publique et puis de cohésion nationale. Je pense que là, il faut vraiment que l'État et les départements agissent et donnent une mesure forte. Merci beaucoup Éric Frégona d'avoir été en direct dans l'essai direct dans le Grand Dossier. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la DPA, association des directeurs au service des personnes âgées, et vous demandez donc un CDD canicule. Je ne sais pas qui veut réagir sur ce plateau. Est-ce que pour vous c'est une bonne idée ? Ce qui est certain, là où monsieur a raison, c'est qu'il faut financer en fait ces politiques d'adaptation, que ce soit les personnels, mais aussi le bâti, par exemple hospitalier. On sait qu'il faut minimum 2,5 milliards par an
pour rénover le bâti. Aujourd'hui, on a 60% du bâti hospitalier qui est vétuste, voire 6,5 milliards par an pour un grand plan au service de l'hôpital, notamment face aux vagues de chaleur. Nous, ce qu'on propose chez Oxfam, c'est d'appliquer le principe pollueur-payeur. C'est simple, il y a des responsables en fait de cette crise climatique. Ça n'arrive pas, ça ne tombe pas du ciel comme ça, mine de rien. Donc, nous, on a calculé que, par exemple, si on taxait les bénéfices de l'entreprise Total Energy, qui est responsable de la crise climatique, pendant 17 mois, ça permettrait de financer la rénovation de l'hôpital public jusqu'en 2050. Donc on applique le principe pollueur-payeur et comme ça, on peut permettre à des personnels d'aider nos personnes âgées. Après, ça pointerait du doigt certaines entreprises par rapport à d'autres. On peut taxer d'autres entreprises. Évidemment. Vous vouliez réagir ? Oui, non, je crois qu'effectivement, la question de l'adaptation et de comment on s'y prend ramène tout de suite à la question du coût. Malgré tout, il y a un certain nombre d'études qui montrent clairement qu'un euro investi maintenant, c'est 7 euros de dommages évités. Donc, il est grand temps en fait d'accélérer la planification, l'amélioration de la résilience et de se préparer surtout à un climat, pas le climat de 2050, mais celui de 2100. Et la trajectoire de référence à l'adaptation au changement climatique nous permet justement, on va dire, de mobiliser dans un cadre commun l'ensemble des parties prenantes pour pouvoir justement mettre en place un véritable plan d'adaptation. Alors il y a une autre mesure qui a été présentée, elle vient des écologistes cette fois-ci, et il s'agit d'un congé canicule. En tous les cas, c'est comme ça que c'est présenté. C'est Marine Tondelier, la candidate à l'élection présidentielle pour les écologistes, qui l'a présenté. Écoutez Marine Tondelier, on en parle juste après. Les écologistes, nous, on va continuer à se battre avec cette mesure de congé climatique pour vos enfants aussi, qui vont passer là les examens dans des salles surchauffées, pour tous les travailleurs, les travailleuses que vous connaissez, qui vont être dans des lieux inadaptés à ce genre de chaleur. Je souhaite qu'il n'y ait pas de drame, parce que vous savez, si en Espagne, ils ont mis en place le congé climatique à la fin, c'est parce qu'il y a eu des morts, tout simplement, dans des exploitations agricoles ou dans des chantiers du BTP. Et donc, on va défendre cette mesure. Colonel Jérôme Boulanger, est-ce que c'est vraiment une bonne mesure, un congé pour adapter la canicule ? Autrement dit, il s'agirait de faire en sorte que des personnes peut-être arrêtent de travailler lorsque les températures dépassent un certain niveau. Là, on voit qu'il y a une adaptation et c'est aussi le maître mot de cette crise, l'adaptation. J'ai vu que les emplois du temps des examens étaient adaptés. Il y a aussi, bien sûr, l'adaptation du temps de travail dans les administrations, dans les sociétés, dans les entreprises, etc. Bon, ça va dans le bon sens. Moi, je voulais rebondir sur deux mots que j'ai entendus et qui m'intéressent. C'est le mot solidarité et c'est le mot résilience, bien entendu. Parce que ces mots-là nous donnent à penser que ça n'est pas qu'une affaire d'État, ça n'est pas qu'une affaire d'autorité. Finalement, la solidarité, la résilience, c'est l'affaire de tous. Et nous, à la sécurité civile, on développe beaucoup de projets de manière à amener le citoyen lui-même. Parce que finalement, si le citoyen adopte les bons gestes, fait preuve de bon sens, on aura moins de difficultés dans les hôpitaux, dans les services de secours, etc. Je crois que ça doit commencer par là, et la France doit vraiment poursuivre ses efforts, et je le répète, à la sécurité civile, on fait en sorte que ce mot d'ordre, le citoyen, premier acteur de sa sécurité et de la résilience, devienne une réalité. Alors ça passe par quoi ? Ça passe par exemple, prendre, alors c'est un exemple tout bête, mais prendre des nouvelles de son voisin qui est seul, qui est un peu âgé, savoir si tout va bien, si il boit assez, s'il faut aller lui faire des courses. En temps de crise, les Français savent se serrer les coudes, et je crois qu'il faut que ça fonctionne comme ça. C'est aussi se former aux gestes qui sauvent. Par exemple, quoi faire quand il y a un malaise ? Eh bien, quand on fait une petite formation qui dure 2 heures, encadrée par une association agréée de sécurité civile, on apprend les bons gestes. Ça passe aussi par des exercices qui sont faits dans les communes, qui sont faits dans les départements, avec les plans communaux de sauvegarde que nous aidons à réaliser, avec les réserves communales de sécurité civile. Voilà, c'est tout cela qui contribue à développer la culture de la résilience. Et peut-être aussi s'intéresser à ce que font nos voisins, parce qu'évidemment, nous, la France, on a l'impression de découvrir ces épisodes qui se répètent et qui vont malheureusement qui vont être amenés justement à se répéter davantage. Claire ne dira pas le contraire. Et évidemment, il y a certains pays en Europe, notamment au sud, on pense notamment en Espagne, en Italie,
qui sont préparés, qui sont davantage prêts, visiblement, depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années maintenant, à ce changement, à ce réchauffement climatique. Rebecca Blanc-Lelouch, vous nous avez rejoint parce que aujourd'hui, on a parlé de la climatisation. Un quart des logements sont équipés de la clim. Qu'en est-il, par exemple, pour nos voisins ? Alors, si on se compare à nos voisins, donc un quart, 15% de logements en France sont équipés de la clim. C'est un peu plus qu'en Belgique, là où 15% des logements sont équipés, bien plus qu'en Suisse avec seulement 10%. Et à l'inverse, l'Espagne est beaucoup plus équipée avec 41% des habitations qui ont la clim. Et en Italie, c'est même plus d'un logement sur deux avec 56%. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que certains pays ne misent pas uniquement sur la clim. Pour revenir sur l'Espagne, en Catalogne par exemple, les cours sont concentrés le matin en juin et en septembre et totalement supprimés l'après-midi pour éviter les heures les plus chaudes. À Barcelone, certaines écoles sont transformées en refuges climatiques avec davantage d'ombre, de végétation et de points d'eau ouverts à tous les habitants du quartier. Autre dispositif, cette fois aux Pays-Bas et en Allemagne, les emplois du temps des élèves peuvent être adaptés lors de fortes chaleurs. Les établissements peuvent raccourcir les journées scolaires, réduire la durée des cours ou commencer plus tôt le matin en fonction. Et dans certaines villes allemandes, lorsque les températures dépassent précisément les 27 degrés dans une salle de classe, les élèves sont dispensés pour cause de chaleur. Et il y a également d'autres continents. Oui, si on regarde en effet sur d'autres continents, en Inde notamment, où les températures dépassent très souvent les 40 degrés, donc ce sont des pays qui sont beaucoup plus habitués à la chaleur, certaines écoles commencent dès 6h30 pour terminer avant midi, et à New Delhi précisément, une sonnerie à l'école rappelle régulièrement aux élèves de boire de l'eau. Et lors des épisodes les plus extrêmes, en Inde ou aux Philippines, des écoles peuvent même basculer temporairement vers de l'enseignement à distance. Et on va prendre la direction d'un autre pays. Merci beaucoup Rebecca Blanc-Lelouch pour ce point presque international, parce qu'il y a un autre pays évidemment qu'on regarde, ce sont les États-Unis. On va retrouver notre envoyée spéciale Hélène Bonnet. Bonsoir Hélène, vous êtes à Washington parce que là-bas, pour ceux qui ont la chance d'aller aux États-Unis un jour dans leur vie, la climatisation elle est partout et de ce qu'on en croit, ce n'est plus du tout un sujet politique ou dans l'opinion publique. Non, absolument pas. Pour vous dire, je suis déjà venue il y a une vingtaine d'années et c'était déjà le cas. La climatisation était installée à peu près partout. J'ai trouvé ce chiffre. Il y a 90% des foyers américains en moyenne qui sont équipés de la climatisation et ce chiffre, il augmente quand on va vers les États du Sud. Alors, c'est vrai que si on prend l'exemple de Washington, l'été, les températures peuvent monter jusqu'à 40 degrés. Il y a du bitume partout, donc ça devient vite une fournaise. C'est un climat chaud et humide. Et donc, c'est vraiment un soulagement de pouvoir rentrer dans un supermarché, une habitation, un bâtiment public et d'avoir de la fraîcheur. En moyenne, c'est la température avec la climatisation dans les bâtiments, elle est entre 23 et 25 degrés. Donc c'est un soulagement, mais ça a aussi des aspects négatifs. Alors peut-être que vous l'entendez, je la vois un peu éraillée et je parle du nez parce que ça fait seulement quelques jours qu'on est là et à cause justement de ce chaud-froid permanent, on tombe plus facilement malade. Alors eux, les Américains ont beaucoup plus l'habitude et c'est vrai que quand ils viennent en Europe, ils sont plutôt étonnés de voir à quel point nos bâtiments, eux, sont peu climatisés. Mais il y a quand même un coût à cette climatisation. Pour pouvoir installer une climatisation centrale, il faut compter dans une habitation entre 5 000 et 18 000 $. Donc c'est un coût important. Et puis il y a la facture d'électricité, bien sûr. C'est entre 10 et 20% de la consommation annuelle d'électricité pour un ménage ici aux États-Unis. Donc c'est un coût à prendre en compte. Il y a le coût écologique aussi. Et puis si on regarde un petit peu ce qui est fait au niveau des politiques publiques, tout ce qui est de l'ordre de la végétalisation pour lutter contre la chaleur dans les villes, ça joue plutôt à l'échelle locale. Il y a assez peu de politiques au niveau fédéral, d'autant plus que, vous le savez, Donald Trump a coupé un certain nombre de fonds fédéraux pour faire des économies et on sait que la climatisation, la lutte contre le changement climatique, c'est pas vraiment sa priorité. Merci beaucoup Hélène Bonnet, envoyée spéciale à Washington aux États-Unis. Philippe Drobinski, est-ce que c'est un modèle les États-Unis sur ce point-là ou pas du tout? Non, je pense pas qu'on puisse dire que ce soit un modèle. Effectivement, ils sont intégralement équipés depuis déjà des décennies. Je voulais juste revenir sur ces questions de refuges climatiques. On en entend maintenant de plus en plus parler. Et d'ailleurs, visiblement, nos salles de cinéma sont des refuges climatiques. Mais ça, c'est intéressant et je rebondirai sur ce qui a été dit sur les questions de solidarité. En fait, d'avoir et puis même de mutualisation des moyens. On n'a peut-être pas besoin de mettre de la clim partout, mais peut-être que ça vaut le coup de les mettre dans des endroits où justement des gens pourront se rassembler, échanger. Ça peut devenir des lieux de discussion et de
socialisation. Et ce qui se fait en Espagne, je pense, mérite d'être regardé d'un petit peu plus près. Et peut-être, au lieu de laisser ça, finalement, de laisser juste nos salles de cinéma. Alors c'est très bon pour le cinéma, et moi je suis un fan de cinéma, mais peut-être qu'il y a aussi d'autres lieux qui pourraient effectivement abriter ce genre de rassemblement lors des vagues de chaleur. Elisa Caratos. Le plan en Espagne, effectivement, c'est que chaque personne, notamment en Catalogne, soit à moins de 10 minutes à pied d'un refuge climatique. Alors ça va être des écoles, des centres sociaux, mais aussi des commerces, par exemple des pharmacies, où il y a des chaises qui sont installées, où chacun peut aller se ressourcer. Et c'est cet aspect qui est hyper important, effectivement, c'est la solidarité. Et ça, c'est vraiment le mot qui nous différencie, par exemple, de ce qu'on voit aux États-Unis, où c'est le règne du chacun pour soi. Ouais. Vous avez de l'argent, vous avez votre clim, vous êtes tranquille. Je suis pas sûre que dans certains quartiers de Détroit ou de villes plus pauvres, les gens le vivent aussi bien. Nous, en France, on a la chance, pour une fois, d'être en avance, en fait, sur les États-Unis, puisque on n'a pas ce retard, en fait, sur la clim. On a une solidarité, on a la sécurité sociale, on a une histoire d'État solidaire qui nous donne une avance là-dessus. Donc, profitons de ça, capitalisons là-dessus pour mettre en place des politiques publiques qui protègent tout le monde et qui ne laissent personne de côté, notamment les plus vulnérables, parce que on le sait, c'est dans les quartiers populaires où il fait très chaud. Donc c'est là où on a besoin de solidarité. Alors justement, un autre réflexe qu'il faut avoir pour éviter la chaleur, c'est peut-être d'aller dans des endroits où il fait moins chaud. Et on va se donner un petit coup de frais dans le grand dossier actuellement, parce qu'on va aller là où il fait le plus frais aujourd'hui en France. Attention, pas froid mais frais. C'est dans le Cotentin du côté de Barfleur, vous le voyez. Donc on est vraiment sur la côte de la Manche, donc au niveau à l'ouest de la France. Et notre reporter Anaïs Lebranchu était sur place et vous allez voir que l'ambiance elle est totalement différente par rapport à Paris. Regardez. Cet après-midi à Barfleur, il ne fait pas plus de 21 degrés. Rendez-vous compte, certains touristes hésitent à se découvrir. Ils sont quand même très heureux de pouvoir profiter d'un peu de fraîcheur en cette période de canicule. Beaucoup sont venus spécialement pour ça, de partout en France et même du nord parfois, car là-bas aussi, il fait très chaud. Ce microclimat, on le doit à la mer, car le Cotentin est une péninsule. Et pour ceux qui vont pouvoir en profiter tout le week-end, le programme est chargé, aucune activité n'est déconseillée. Par exemple, il y a beaucoup de cyclistes très heureux de ne pas étouffer sous les fortes chaleurs. Voilà, donc ça peut faire sourire évidemment de voir quelques personnes en pull alors que toute la France étouffe, mais Claire Delorme, plus sérieusement, ces épisodes sont amenés à se renouveler ces prochaines années. Est-ce que ça va totalement aussi changer notre façon de partir en vacances, par exemple ? Est-ce que on peut s'attendre à ce que les touristes aillent davantage sur la côte bretonne, sur la côte normande, alors qu'ils délaisseront peut-être le sud de la France, je pense notamment à la côte Méditerranée? Alors c'est possible, tout dépend des goûts de chacun. Certains peuvent parfaitement s'adapter et s'acclimater à des fortes chaleurs, mais d'autres, comme des personnes vulnérables, je pense notamment aux personnes âgées, aux enfants en bas âge, auront beaucoup plus de difficultés justement à supporter de telles températures. Je rappelle quand même que la température de notre propre corps est de 37 degrés et que dès que la température extérieure est supérieure à la nôtre, ça devient très difficile, voire impossible de se réguler. Donc il y a ce problème-là qui se pose d'une part. Et donc quelque part, nous avons beaucoup de chance d'avoir encore quelques endroits en France qui soient épargnés justement par cette chaleur étouffante. Donc il y a en effet le littoral de la Manche. Bon là, c'est en vigilance rouge, mais l'ensemble des littoraux sont quand même épargnés par ces fortes chaleurs car l'eau est un régulateur naturel. Il permet justement d'apporter de l'air beaucoup plus océanique et qui rafraîchit justement la masse d'air, ne serait-ce que qu'à échelle locale. On parlait des événements également sur toute la France. Il y a la fête de la musique, mais également certains festivals. Et on allait interroger certains festivaliers du côté du Hellfest près de Nantes, parce que c'est en ce moment même ce week-end. Et évidemment, à Nantes, il doit faire plus de 30 degrés, 38 degrés, clair. Vous voyez, donc il fait très chaud. Et on est allé poser la question à quelques festivaliers sur la façon dont ils ont organisé leur journée. Est-ce qu'ils seront arrivés plus tard sur le festival? Est-ce que le festival a pris des mesures? Regardez ce festivalier, il s'appelle Timothée. Non, évidemment que non. On raterait le rendez-vous pour absolument rien au monde. Bon, alors c'est vrai que comme il fait chaud, on est obligé de mieux prévoir le coup. Il faut bien s'équiper au camping, avoir de quoi s'ombrager avec des tonnelles, les glacières pour mettre des bouteilles d'eau fraîche et ce genre de choses. Purement technique. Et sinon, il faut réussir à bien s'hydrater tout du long.
Donc pensez à boire régulièrement. L'avantage c'est que les bouteilles et les gourdes sont autorisées dans l'enceinte du festival en période de canicule. Donc il y a plein de points d'eau accessibles à l'intérieur qui permettent de remplir et de s'hydrater tout du long. Il y a des murs d'eau pour se rafraîchir, des canons à brume dans les endroits où il y a beaucoup de queue pour permettre de ne pas brûler au soleil. Voilà, le seul défaut c'est que l'alerte canicule fait qu'ils ont annulé le feu d'artifice de la fin du festival. Mais bon, c'est pas très grave, on le rattrapera l'année prochaine. Voilà pour ces quelques mots des festivaliers. Un mot avec vous, colonel Jérôme Boulanger. On voit quand même que les festivals prennent des mesures quand même. Ils autorisent visiblement les bouteilles d'eau, alors que d'habitude c'est une mesure presque de sécurité. Ça, c'est du bon sens aussi, encore une fois. C'est du bon sens et c'est les bienfaits de décentraliser les décisions finalement. Dire chaque préfet, chaque maire, chaque organisateur de festival est suffisamment sensé pour pouvoir prendre les bonnes décisions au plus près du terrain. Là, c'est bien, on parle beaucoup de l'eau. Vous savez bien que le cocktail alcool-chaleur ne fait pas bon ménage. Les difficultés sur les festivals, c'est aussi lié à l'alcool, faites de la musique également. Donc le meilleur conseil à donner, c'est effectivement s'hydrater avec de l'eau et vraiment proscrire l'alcool par ces fortes chaleurs. Et je rappelle que les préfectures des 35 départements en vigilance rouge ont interdit la consommation d'alcool dans les espaces publics, l'autorisation d'en acheter évidemment, mais en tout cas de ne pas consommer sur la voie publique, autrement dit dans la rue. Et évidemment, ça posera beaucoup de questions demain, notamment pour la fête de la musique. Merci d'avoir animé le grand dossier avec moi. Dans un instant, vous aurez rendez-vous avec Yves Calvi. Mais d'abord, c'est le journal avec vous, Rebecca Blanc-Lelouch. Et on démarre évidemment par cette actualité et la canicule qui s'intensifie en France. Oui, on en parle depuis tout à l'heure, les journées sont de plus en plus rudes avec des températures qui pourraient dépasser les 40 degrés. 35 départements seront en vigilance rouge dès demain, a annoncé Météo France. Et dans ce contexte, de plus en plus de communes suppriment les rassemblements festifs en extérieur prévus demain pour la fête de la musique. Mais d'autres villes trouvent des solutions. On va justement retrouver Pierre-Olivier Dantan à Agen. Pierre-Olivier, la ville d'Agen a décidé d'avancer les festivités pour éviter les trop fortes chaleurs. Les températures continuent d'augmenter ici en plein cœur d'Agen. La fête de la musique a été reportée à ce soir et justement on va retrouver l'équipe de ce bar qui est en train de préparer l'installation du soir. Lohan, c'est ça. Ça fait 1 heure que vous êtes là, vous en avez encore pour 2. Ouais, je pense, facilement. Comment on fait pour travailler sous le cagnard ? On boit de l'eau. On boit de l'eau et on fait attention. On a la clim à côté, on se rafraîchit et voilà. On fait avec. De toute façon, ce soir, on en a besoin donc. Jérémy, justement, ce soir, on attend du monde ou pas ? On attend beaucoup de monde. On espère entre 2 et 3 000 personnes sur toute la place. Enfin voilà, on est d'arrache-pied pour offrir une belle soirée aux Agenais. Il faut se donner tout l'après-midi. On n'a pas le choix. C'est comme ça qu'on y arrivera à leur faire plaisir ce soir, à partir de 18h. Bon courage à vous, en tout cas, oui, parce que les températures, elles continuent d'augmenter. Il y a un pic de chaleur qui va arriver, notamment demain. Et aussi, en début de semaine, on attend 41 degrés ici dans le Lot-et-Garonne à Agen. Lot-et-Garonne, toujours placé en vigilance orange canicule. On passe désormais à l'actualité internationale avec ces menaces de nouveau de l'Iran. Oui, en riposte aux frappes israéliennes meurtrières des dernières heures sur le Liban, Téhéran menace de refermer le détroit d'Ormuz, alors qu'en parallèle, des discussions techniques du protocole d'accord semblent être prévues demain. L'actualité politique à présent avec le premier meeting de campagne pour le candidat Bruno Retailleau. La présence remarquée pour l'occasion de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, assis au premier rang. Le leader des Républicains s'est posé en défenseur des classes moyennes et des entreprises. Il s'en est pris également vivement à la France insoumise. La nouvelle France, je cite, est un nouvel antisémitisme qui s'abreuve aux sources de l'islamo-gauchisme, a accusé le candidat Les Républicains à la présidentielle. Voilà pour ce journal. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Yves Calvi qui reviendra bien sûr sur cette canicule qui ne fait que commencer en France avec des records qui pourraient être battus par endroits d'ici demain. On en parle juste après. Merci beaucoup. À tout de suite sur LCI.